Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder la grande interview sur PRC TV. Le 28 janvier dernier, le président de la République recevait des mains de deux historiens, Karine Ramondi et le professeur Jean Koufane Menkene, le rapport de la commission mémoire ici au Palais de l'Unité à Yaoundé. Cette commission de chercheurs français et camerounais, rappelons-le, avait pour rôle de faire la lumière sur le rôle de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971. Depuis la publication de ce rapport, les langues se délient, la parole se libère. Les Camerounais semblent avoir entrepris l'œuvre de catharsis collective prescrite par le chef de l'État lors de la remise de ce rapport ici au Palais de l'Unité. Pour parler du contenu de ce volumineux document, j'ai le plaisir de recevoir un membre de cette commission. Bonjour, docteur Alvin Assembendi. Bonjour, Monsieur Fouda, et bonjour à vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de venir échanger sur notre travail. Alors, avant de rentrer de plein pied dans ce volumineux document, parlez-nous de vous. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Quelle est votre spécialité en tant que chercheur? Alors, je suis historienne politique et des relations internationales. J'ai un doctorat en histoire des relations internationales obtenu à l'université de Yaoundé 1 et sous la direction de Daniel Abois. Et lorsque j'ai commencé mes premiers pas dans la recherche scientifique, j'ai travaillé sur les alliances politiques au Cameroun de 1956 à 1966. Et à la fin de mon travail, j'ai constaté qu'il y a eu des violations des droits de l'homme. C'est ainsi que je suis passée dans un travail sur l'histoire des relations internationales et l'histoire du droit, à savoir la problématique des droits de l'homme au Cameroun. C'est le thème de ma thèse de doctorat PhD. Et parallèlement à ça, j'ai fait un master professionnel en droit de l'homme, droit pénal international et droit international humanitaire. Donc je suis enseignante chargée de cours à l'université de Yaoundé 1. Dans mes travaux scientifiques, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire politique du Cameroun et l'histoire franco-camerounaise, l'histoire de la période française au Cameroun, que ce soit le mandat ou la période de tutelle. Votre profil est plutôt impressionnant. Je ne sais pas, je sais que j'ai fait ce que mes modestes maîtres Jean Koufane et Daniel Abois, que j'ai eu le privilège d'avoir comme encadreurs et tour à tour différents membres des jurys de mes travaux de soutenance en maîtrise, master ou doctorat. Ils ont tracé un chemin et que j'essaye tant bien que mal de suivre. Dites-nous, comment est-ce que vous avez rejoint la commission mémoire? Et puis, racontez-nous, lorsque vous avez serré la main du chef de l'État lors de la remise de ce rapport ici au Palais de l'Unité, qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, avant de rejoindre officiellement la commission mémoire, je voudrais quand même dire qu'avec l'ancien président du Conseil pour le suivi des résolutions du sommet France-Afrique de Montpellier, maître Jacques-Jonathan Niem, nous avons pensé ce projet. Donc, nous l'avons envisagé ensemble, nous l'avons rédigé. Et honnêtement, je ne savais pas que j'allais être membre de cette commission. C'était un projet comme tant d'autres et auquel on peut participer à l'élaboration. Et après, lorsque ça rentre dans les méandres diplomatiques et politiques, il peut vous échapper. Et bon, après, j'ai eu le privilège également de le maturer avec le consultant français. Et du coup, lorsque j'ai été contactée par Karine Ramondi pour me proposer de la rejoindre dans ce projet parce qu'elle était pressentie et elle était en train de consulter, j'ai dit, bon, si on a été à l'origine d'un projet, autant mieux, c'est une opportunité pour nous de dire ce qu'on pense, comment est-ce qu'on voit ce projet. Donc ça a été une grande aventure pour moi. Et d'ailleurs, je peux me féliciter et me réjouir de ce que, conformément à ce que le chef de l'État dit, les jeunes peuvent
penser grand et peuvent voir leurs idées partir du papier pour être concrétisées. Maintenant, saluer le chef de l'État, ça a été un moment d'une gravité pour moi parce que je ne l'avais jamais rencontré avant. Et également au regard du rang qu'occupent les historiens. Ils sont relégués quand même à seconde zone alors que l'histoire c'est la base d'une nation. Les historiens sont ceux-là qui nous disent encore comment est-ce qu'on a été construit. L'histoire c'est la science qui étudie le passé pour mieux comprendre le présent et mieux envisager l'avenir. Donc pour moi c'était un moment de gravité. Ce n'était pas moi qui étais reconnu. Ce n'était pas moi, c'est comme ça que je l'ai pris en tout cas, ce n'était pas moi que le président Biya rencontrait, c'était plutôt la communauté des historiennes. Et j'ai oublié de dire que je suis par ailleurs secrétaire exécutif de la Société camerounaise d'histoire. Donc pendant on a mené des projets sur la réécriture de l'histoire du Cameroun par les Camerounais, un projet soutenu, élaboré dans le cadre de la célébration des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification. Jusqu'à ce jour, je pense que c'est l'un des axes à ne pas avoir été réalisé. Pourtant, les historiens ont travaillé et pour moi, c'était vraiment un moment grave et j'étais fière de ceux-là qui ont toujours dit que le Cameroun où l'État du Cameroun n'avait pas le courage de regarder son passé historique, avait eu tort. Parce qu'on a vendu moins cher notre peau. On a dit qu'on ne devait pas réaliser ce projet. On l'a fait. On a dit que le président Biya ne s'étant pas prononcé de toutes les façons, il ne recevra pas ce rapport. Mais en France, déjà, il a envoyé le ministre directeur du cabinet civil et son chef du protocole d'État, c'était déjà un signal très fort. Et donc, beaucoup de gens ont été surpris de ce que ce soit le président lui-même qui reçoive ce rapport. Donc, pour moi, c'était un moment très important en tant que chercheur. Et j'ai envie de dire, contrairement à ce que certains, ceux-là qui n'ont pas lu ce rapport, qui continue à parler alors qu'il est disponible en ligne depuis le 28 janvier dernier. Contrairement à ce qu'ils pensent, l'expertise historique est libre d'être proposée à tous. L'historien a le droit et le devoir de se mettre au service de son pays. Pourquoi est-ce que les économistes peuvent se mettre au service de leur pays? On leur demande des études, des géologues, et pourquoi pas des historiens? On a tout dit sur ce travail, mais qu'on le lise et qu'on nous dise si on a pris parti pour notre pays, pour le protéger. Le seul parti que nous avons pris, c'est le parti de la réalité historique et nous n'avons pas à baisser les yeux lorsqu'on parle de notre travail. Donc ça a été un moment important et ça a été une victoire pour les historiens. Vous l'avez dit, le rapport est disponible. Certains Camerounais ont commencé à le lire. 9800 pages qui racontent 26 années. 980 pages. 980 pages qui racontent 26 années d'engagement de la France au Cameroun. Alors, avant de vous poser des questions sur le contenu de ce document, pourquoi vous dites dès les premières pages de ce travail qu'écrire en commission mixte est une innovation? Alors, écrire en commission mixte est une innovation parce que nous sommes l'une des rares commissions mixtes, justement, composées de 2 pays à avoir réussi à ce pari risqué de commencer un travail et de l'achever. Avant nous, pour ce qui est de la France, il y a eu la commission franco-algérienne et là, on a vu Benjamin Stora publier son rapport en tant que Français. Les Algériens sont en train de rédiger le leur de leur côté. On a eu sur le génocide des Tutsis au Rwanda le rapport Duclay qui est également fait par les Français. Mais là, l'innovation, c'est que la demande, pour les cas précédents, en Allemagne aussi, on a vu pour ce qui est des différentes guerres, la guerre de 1870-71, la Grande Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, chacun écrit de son côté. Et cela a le défaut d'avoir d'un côté une histoire des vainqueurs et d'un autre côté une histoire des vaincus
qui parfois glisse vers une histoire revancharde. Or, l'originalité de ce travail en commission, c'est que nous nous sommes assis ensemble pour regarder avec les mêmes sources, les sources camerounaises, les sources françaises, pour analyser les mêmes événements. Les perceptions sont d'abord différentes parce qu'on vient des spécialisations différentes, des formations différentes, mais notre objectif, c'était d'écrire une seule histoire. Nous ne voulions pas d'une version française, parce que la version française, on l'a dans les différents rapports qui sont parfois assez biaisés. On a par exemple le massacre d'Équité, où le capitaine Olin parle de 20 à 50 personnes tuées, alors que Oscar Pigla, qui était présent à ces massacres, lui parle de 200 personnes environ. Donc les rapports, si on s'en tient à des versions officielles, on est très loin de la réalité historique. Donc nous avons tenu ce pari de travailler ensemble, et surtout parce que nous avons discuté surtout sur le plan du travail, sur certaines terminologies, le génocide, la France, le Cameroun, la GENSI, la co-construction. On a eu des débats houleux parfois, des débats qui auraient pu conduire à la rupture, mais nous savions que nos deux pays respectifs nous regardaient et attendaient que nous sortions des passions et qu'on fasse ce que l'historien doit faire, seulement son travail. Écrire en commission également avec ceci d'originalité, c'est que lorsque vous allez parcourir ce rapport, vous ne trouverez nulle part une partie portant le nom d'un auteur, simplement parce que c'est un système de coécriture. On a lancé en fonction des spécialisations, parce qu'on avait des historiens militaires, des historiens politiques, des spécialistes de la mémoire. En fonction des spécialités, on lançait un collègue qui rédigeait un document de base qui était envoyé d'abord au coordonnateur du groupe de la section, qui faisait un travail de relecture, d'observation, qui le renvoyait à l'auteur du document 0. Et après, une fois qu'il était consolidé, il était envoyé aux 13 autres membres pour faire des autres inputs. C'est après ce moment-là qu'on discutait sur le travail, qu'il était consolidé. Donc, toutes ces pages, un collègue m'a dit est-ce que tu as lu ce travail? Il est quand même volumineux, 1115 pages. 1015 pages, j'ai dit, mais tu n'en sais rien parce que tu n'as rien compris de notre méthodologie. C'est quand même regrettable que des gens pensent que parce que le travail est volumineux, on ne peut pas le lire. Si c'est un travail qu'on a coécrit, pourquoi est-ce que je ne vais pas me sentir concernée par la conclusion autant que par l'introduction? Donc c'est ça l'originalité de notre travail. Écrire en commission. On a vu la commission belge qui n'a pas pu travailler également sur la question métisse en Belgique parce qu'il y a beaucoup de passion. On a parmi nous des familles qui ont été impactées par cette guerre, qui saisissent le sujet avec beaucoup de passion. On a certains qui n'ont même pas connu cette guerre-là. Et donc, il faut trouver le juste milieu. Et c'est ça que nous avons trouvé. Et comme je l'ai dit, nous sommes très fiers de notre travail. Le rapport s'organise autour de 4 grandes sections. Les premières stratégies de lutte contre les forces émancipées du Cameroun, les répressions polymorphes du moment 1955 à la guerre en Sanaga maritime, les autorités françaises au cours du processus de transition camerounaise, un tournant, et entre interdépendance et émancipation, quelles influences françaises dans la répression des mouvements d'opposition au Cameroun entre 1965 et 1971. Dites-nous de quoi est-il question dans ces 4 grandes sections et qu'est-ce que ce rapport nous apprend que nous ne savions pas encore? Alors, je vais commencer par évacuer votre dernière question pour dire il ne faut pas s'attendre à une pépite dans ce rapport parce que contrairement à ce qu'on dit, les historiens n'ont encore rien écrit. Les historiens vont écrire. Les vrais historiens, encore que moi je suis une vraie historienne, les vrais historiens n'ont pas encore écrit. Ce rapport n'est qu'une contribution dans une grande littérature historique de la France au Cameroun,
Il faut déjà le savoir. Angel Benveng a écrit, Achille Bembe a écrit, Richard Joseph a écrit, Meredith Terita a écrit, Jean Koufane, Daniel Abois, ils sont nombreux ceux qui ont écrit sur la guerre du Cameroun. Maintenant, l'originalité de ce rapport, première chose, c'est que ce rapport ne porte pas sur toute la guerre du Cameroun ou sur toute la présence française au Cameroun, mais sur le rôle de la France. À partir de là, on ne va pas travailler sur le Cameroun ou alors sur l'action des pouvoirs, des autorités camerounaises à partir de 1960, parce que nous restons concentrés sur le rôle de la France dans la lutte et le rôle et l'engagement de la France dans la lutte contre les mouvements nationalistes et indépendantistes au Cameroun. C'est ça qui est déjà important. Et qu'est-ce qu'on a apporté de nouveau? Ce qu'on a apporté de nouveau, c'est déjà au niveau méthodologique, le travail en commission, la collecte documentaire. Nous pouvons nous targuer que du moins au niveau français, nous avons fait le maximum, sinon toutes les archives. Du coup, des intuitions ont pu être confirmées parce que toutes les archives avant n'étaient pas disponibles. Mais là, pour ce projet, les autorités publiques françaises ont mis à la disposition des chercheurs les archives, même les archives de la DGRE, l'ancien SDEC. Donc, le service d'espionnage de la France, on a eu droit à ces archives. Ce que aucun chercheur n'avait encore à creuser. Et maintenant, on a eu quand même 2300 archives déclassifiées pendant cette période. Ça veut dire que ces archives-là n'étaient pas déjà utilisées par des chercheurs. Voilà autant de choses. Et on a pu croiser ces archives. On a été en Suisse pour l'affaire Moumié, aux archives fédérales de Berne. On a été aux Pays-Bas pour le comité de soutien de Ernest Wandje. On a été au Nigeria. On a été au Cameroun. Et donc, c'est très important. C'est cet ensemble de collecte de données déjà qui fait l'originalité de la chose. Et après, on a réussi à documenter et à construire comment est-ce que la France a réprimé. On voit beaucoup plus les forces armées dans les travaux antérieurs, lorsqu'on parle de la répression. Mais nous avons pu montrer une diplomatie de la répression, ça veut dire bien penser. Nous avons pu montrer comment est-ce que la France est partie sans partir à travers tous les traités qui commencent le 30 décembre 1958. Les fameux accords de coopération qui ne font pas partie des documents qui ont été déclassifiés parce qu'ils étaient déjà communicables. Mais nous parlons beaucoup sans aller dans les hautes archives pour voir ce que ces accords disent. Donc nous avons fait tout un développement sur ces accords, même l'affaire Wandje. Et d'ailleurs, l'affaire Wandje, c'est la dernière borne chronologique de notre travail pour montrer comment est-ce que la France, dans l'affaire Wandje, est plutôt du côté de Wandje, demande plutôt une grâce au lieu d'être exécuté. Donc, il y a des innovations, plusieurs innovations également dans ce travail qu'on ne peut pas nier. On a des sources que certaines personnes n'ont pas pu avoir. Avant notre travail, il y avait celui-là qui a posé clairement le problème il y a quelques années, Deltombe, Tatita et Domer, Cameroun, l'ouvrage Cameroun. Avec un cas? Oui, avec un cas. Une guerre cachée aux origines de la France-Afrique. Une guerre cachée, oui, qui a déjà le courage de dire qu'il y a eu une guerre, mais avec ce rapport, on documente, on va plus que Cameroun ne l'a été pour montrer également effectivement qu'il y a eu une guerre au Cameroun et que les forces françaises qui ont reconnu la guerre en Indochine, qui ont reconnu la guerre en Algérie, doivent également reconnaître la guerre du Cameroun parce qu'elles ont mené une guerre de décolonisation, une guerre d'indépendance, les Camerounais, eux, ils ont mené une guerre d'indépendance, cette guerre de décolonisation. Il est temps que la France reconnaisse et assume ses actes. En termes de volume entre ce rapport et le livre des auteurs Jacob Tatsitsa, Mathieu Deltombe et
Et Manuel Domergue, en termes de volume, on est à 716 pages. Oui, en termes de volume, ils sont à 716 pages, mais nous seulement, notre premier draft consolidé de la deuxième section, les répressions de mémoire, il était à 698 pages. Mais par souci d'édition, on était à pratiquement 2500 pages. Et par souci d'édition, nous avons opté de réduire un peu plus notre travail pour qu'il soit lisible. Encore que les gens, j'ai suivi Deltom dire un ouvrage touffu, assez touffu, alors que le sien même déjà est à 700 pages. S'il y a quelqu'un qui a fait le premier ouvrage touffu, c'est bien lui. Nous, au moins, on a eu plus de 10 centres d'archives auxquels il n'a pas eu accès. Il fallait bien écrire sur ça. Et donc, il a fallu faire, pour des besoins d'édition, ramener ce document à, j'ai envie de dire, l'essentiel, mais il y a d'autres projets, d'autres ouvrages qui seront publiés. Alors, la JECAFRA, la jeunesse camerounaise française, était un instrument de propagande financé et contrôlé par la France coloniale. Je cite le rapport. Quel était son rôle dans l'orchestration de cet engagement politique et militaire de la France dans notre pays? Alors, la jeunesse camerounaise française est créée en 1938 à la veille de la Deuxième Guerre mondiale parce que dans la période de l'entre-deux-guerres, il y a eu des mouvements germanophiles, des mouvements qui demandaient le retour de l'Allemagne avec les bruits de bottes en Europe. Le commissaire Richard Bruno a pensé qu'il était important de créer, de susciter en réponse à ces mouvements germanophiles, un mouvement francophile, d'où la JECAFRA. Et donc cette JECAFRA-là a été utilisée, déjà son président Paul Sopo-Priso a été choisi au sein de la communauté Douala où il y avait plus de revendications germanophiles. Donc à partir de ce moment, la France réfléchit et comment noyauter l'opinion critique au niveau du Cameroun. C'est dans ce sens que à partir de 1938, donc, la JECAFRA est utilisée jusqu'à 1944 où elle devient, avec 45 où elle devient l'UNICAFRA, l'Union camerounaise française. Vous voyez qu'il y a toujours française. En fait, c'est pour rappeler l'appartenance à la France qui devient en 45 toujours le RACAM, Rassemblement camerounais. Il n'y a plus de français. Et là, on a quand même des jeunes comme Omiobé qui sont des membres de ce RACAM, mais qui, une fois que la France le constate qu'il s'agit d'un mouvement un peu plus critique que la JECAFRA et l'UNICAFRA, est tué dans l'œuf. Et c'est ce RACAM qui va conduire plus tard à l'Union des populations du Cameroun. En fait, si vous voulez, Monsieur Fouda, l'appareil a échappé à son créateur parce qu'en créant un organe de regroupement pour défendre les idées françaises, les autorités françaises n'avaient pas anticipé sur l'évolution de la masse critique camerounaise et que c'est cette masse critique qu'elle a allaitée au sentiment, à l'appartenance française, à un certain patriotisme qui deviendra les vrais patriotes et les nationalistes camerounais. Vous venez de citer Sopo-Priso. Cette phrase forte m'a séduite pendant que je lisais ce rapport. Chacun de nous, pour la part qui lui reviendra, devra faire preuve de sang-froid et de dévouement absolu afin que, la paix revenue, nous rentrions avec les mérites dignes de la race camerounaise. Était-ce la naissance du nationalisme camerounais? La naissance du nationalisme camerounais, certains auteurs tels que Daniel Aboua parlent d'un proto-nationalisme pour parler des actions de Douala Mangabel Rodolphe, du sultan Joya. Mais moi, je ne vois pas forcément une sorte de proto-nationalisme. Je pense qu'il y a eu une conscience avec l'instauration du mandat, qui était une injustice déjà, qui a entériné la division du Cameroun et la perte de nos territoires. Il y a eu des revendications à partir de la période du mandat d'un retour à l'unité du Cameroun. Et la Deuxième Guerre mondiale a été cette opportunité-là de reposer le problème, la question camerounaise. Nous sommes un territoire sous mandat jusqu'en 1945, mais nous sommes administrés par la France malgré les accords de la charte du mandat.
comme la France et la Grande-Bretagne comme des colonies à quelques exceptions près. Donc les Camerounais, conscients de cela, ont commencé à revendiquer. Et la Deuxième Guerre mondiale a été l'occasion de montrer la fragilité de la France qui est venue en Afrique centrale chercher son soutien. Parce que ce sont ces fameux tirailleurs français africains qui ont libéré la France. Ce sont ces fameux tirailleurs français, même comme aujourd'hui la France est quelque peu amnésique, qui ont donné cette force-là au général de Gaulle qui n'était pas reconnu chez lui parce que c'était quand même le gouvernement de Pétain, les vichistes qui étaient au pouvoir et que même les États-Unis et l'URSS, encore la Grande-Bretagne, ne reconnaissaient pas Charles de Gaulle. Donc ce qu'il a fait, c'est de venir trouver ses alliés, Félix Éboué, et créer déjà avant cela la France libre. Et c'est cette France libre qui va reprendre le Cameroun. Et après, on a la conférence de Brazzaville. Et au cours de cette conférence de Brazzaville en 1945, quelques promesses sont faites aux Africains. Et après la guerre, les Africains s'attendent à ce que ces promesses-là soient mises en œuvre. Et ça tombe avec ces revendications. Et c'est l'une des raisons des événements de septembre 1945, parce que les cheminots ne revendiquaient que leurs droits syndicaux. Donc il y a ce nationalisme effectivement qui naît, mais à ce nationalisme, il y a une sorte de paternalisme qui reste, dont la France va monter les Camerounais, certains Camerounais, pour continuer à défendre leurs intérêts. Mais le nationalisme camerounais, il date de bien avant l'Union des populations camerounaises, bien avant sa création en 1948. Et ça part de ce sentiment d'injustice et de cette prise de conscience de l'identité spécifique du Cameroun qui n'était pas une colonie. Et c'est pour ça que les Camerounais ont toujours revendiqué leur statut de territoire sous mandat et plus tard leur statut de territoire sous tutelle. Et ont fait une confiance énorme en l'Organisation des Nations Unies parce que malheureusement pour eux, ils ont été déçus plus tard et ils étaient convaincus de ce qu'étant un territoire sous tutelle internationale, la France et la Grande-Bretagne n'étaient pas forcément leurs interlocuteurs, c'était plutôt l'Organisation des Nations Unies. C'est ça qui explique les milliers de pétitions envoyées aux Nations Unies, les voyages dans des conditions très difficiles des leaders de l'UPC, des leaders du Parti travailliste, et pour aller défendre le point de vue des nationalistes camerounais. Mais qu'est-ce qui explique donc cet échec de la diplomatie camerounaise de cette époque? Alors, diplomatie camerounaise de cette époque, il n'y en avait pas. La diplomatie de l'UPC, oui, il y en avait une, parce que ce qui explique l'échec, c'est que le rapport de force était en défaveur des UPCistes. J'ai parlé tout à l'heure de la diplomatie de la répression. La France s'est entourée de ses alliés pour empêcher les UPCistes d'aller porter leur voix au niveau des Nations Unies. Et pour contourner cela, l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, qui a constaté que le conseil de tutelle était en fait noyauté par les puissances tutrices, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, et donc aucune voix, aucune revendication ne pouvait être prise au sérieux de ce côté-là. C'est plutôt déporté auprès de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies qui traitait également de ces affaires des territoires sous tutelle. Et il se trouve qu'au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies et donc de la 4e commission, il y avait déjà certains pays africains, asiatiques, et donc ceux qui a formé le tiers-monde qui étaient déjà membres de l'ONU et qui ont porté la voix. C'est ainsi que en 1952, Ruben Omiobé a été invité la première fois pour une audition contre l'avis des Français. Et malgré cette invitation, sortir pour Omiobé a été difficile, sortir du Cameroun. Et même à Paris, on a vu que les Américains, qui étaient censés respecter les accords de siège, ont tout fait pour accompagner leurs alliés, ne pas délivrer de visa à Omiobé. C'est pourquoi on parle d'une vraie diplomatie de la répression, même aux Nations Unies à New York. Les notes françaises sont claires.
Ce que nous voulons, c'est que Oumniobé, bien qu'étant arrivé, n'ait pas de contact avec d'autres leaders indépendantistes. Donc, son chemin est tracé hôtel, siège des Nations Unies, par le visa C qu'on lui a donné, qui ne lui permettait pas de se déployer. Donc, il y avait toute une réflexion pour barrer la route à l'UPC. Mais ce qui est intéressant, c'est que, étant donné que la France a su créer des interlocuteurs fantoches, en la personne pour 52, on a René Charles Guiocala qui est parti porter la contradiction à Oumniobé pour dire qu'il n'est pas reconnu. On a l'ATCAM qui a protesté, a envoyé une protestation pour dire Oumniobé n'étant pas conseiller, ne représente rien. On a même le Ngondo qui avait également envoyé une pétition et qui devait envoyer Betoté à quoi, mais qui finalement n'y est pas allé. Donc la France a fabriqué des gens pour contredire Oumniobé. Mais Oumniobé avait des éléments assez importants et comme on lui a dit qu'il ne représentait pas le Cameroun, il a pensé au droit de pétition et c'est ainsi que dans toutes les sections de l'UPC, dans tous les villages, il y avait des pétitions envoyées aux Nations Unies pour montrer l'importance et l'assise de l'UPC qui en réalité est un parti national. Une autre chose m'a frappé dans ce rapport, c'est le concept d'évoluer qui se croise avec d'autres tels que autochtones ou indigènes. J'ai également noté le mot tension raciale. Il est vrai que Achille Mbembe également parle de climat racial dans son livre La naissance du maquis dans le sud du Cameroun. Quelle était selon vous la fonction ou alors la substance de ces vocables dans le processus de colonisation du Cameroun? Alors, dans le fait, le Cameroun déjà a été un protectorat, pas une colonie, et un territoire sous mandat et sous tutelle plus tard. Dans le fait colonial, ce qu'il faut retenir, c'est que les puissances colonisatrices avaient besoin d'intermédiaires entre elles et leurs indigènes. Et pour cela, il fallait ces auxiliaires-là. Il y avait donc ceux-là qui avaient fait des études, qui savaient pour le cas du Cameroun parler français, qui avaient une certaine aisance financière, qui vivaient, disons, à l'occidental. Ce sont ces personnes-là, en fait, qui étaient considérées comme des évolués. Donc, des Noirs qui mettaient des costumes, qui mettaient des chapeaux et qui portaient des chaussettes, voilà, qui pouvaient également plus tard s'offrir un véhicule. C'était eux les évolués par rapport à ceux-là qui étaient encore un peu primitifs, à ces indigènes-là. Et donc à partir de ce moment, les évolués ne tombent plus forcément sous le coup du code de l'indigénat. Donc il y a cette gradation dans le statut des indigènes. Les évolués, c'est ceux qui pouvaient être des bons relais de la colonisation ou alors de la domination. Je préfère parler de la domination extérieure. C'est eux les évolués. Dans la même logique, c'est une logique qui est linguistique. D'ailleurs, un auteur du rapport parle de minimalisation langagière. Vous parlez notamment de la puissance explosive du terme indépendance. On parle également d'action de pacification. En rhétorique, on appelle cela anticatastase, c'est-à-dire c'est une figure de rhétorique qui consiste à décrire par euphémisme une réalité, mais qui est diamétralement opposée à la réalité sur le terrain. Alors, l'administration coloniale française a fait le maximum d'efforts pour minimiser la revendication de l'indépendance au Cameroun. Ça, c'est un fait. Dans tous les discours, elle a voulu montrer déjà à travers la minimisation de l'implantation de l'UPC pour montrer que ce n'était qu'un parti réduit à un pays Bassa, un pays Bamileke, donc en Sanaga maritime, la région de l'Ouest, la région de la Sanaga maritime, la région de l'Ouest, la région du Vouri, pour montrer que c'est un parti qui ne représentait pas toutes les aspirations camerounaises, ce qui est faux, parce qu'à l'extrême nord déjà, à Moumié a implanté l'UPC à Marois lorsqu'il était à Marois, à Bomban lorsque le premier secrétaire général de l'UPC, parce que Oumniobé n'en était
n'était que le troisième. Léonard Bouli, à travers une affectation disciplinaire, se retrouve à Bomban pour la troisième fois. Il implante également l'UPC. Abesolon Koudou, le deuxième trésorier, a implanté l'UPC à Balmayo, et le grand fief dans le grand sud, le sud forestier, c'est la région du Ndjaïlobo, à Sangmelima, à Zoétélé et à Bengbis. L'UPC était bien implanté, donc mais la France refusait de reconnaître que l'UPC était un parti national. Même à l'Est, l'UPC était implanté. Donc la France a joué sur cette minimisation effectivement du fait pour déconsidérer l'UPC. Mais je pense qu'avec les soutiens externes que l'UPC avait, il était impossible pour la France de rester dans cette volonté de minimiser le poids de l'UPC sur la scène politique, malgré les trucages électoraux. Oumniobé n'a jamais remporté une élection, pourtant il était plus charismatique que Oumniobé à cette époque, il n'y en avait pas, mais du fait des trucages électoraux, il n'a pas pu se retrouver dans une assemblée représentative française au Cameroun pendant les différentes élections auxquelles il s'est présenté. Et ça montre également que malgré ce combat en défaveur de l'UPC, les UPCistes, avec les armes qu'ils avaient, ont su mener ce combat, ils ont tenu, et la France n'avait plus, avec l'arrivée de Roland Pré, qui montre l'échec des différentes méthodes. Les affectations disciplinaires ont été un échec. Elles ont eu un autre effet, c'est-à-dire on affecte Wandi Ayoko, il va créer l'UPC. On affecte Léonard Bouli à Bomban, il va créer l'UPC. On affecte Moumié à Marois, il va créer l'UPC. Au lieu que ce soit des affectations disciplinaires, c'est plutôt devenu des affectations qui permettent un maillage, un quadrillage de l'UPC. C'est pourquoi Roland Pré décide, dès qu'il arrive, à partir de 1954, de changer de stratégie et de harceler par l'arme judiciaire. Et ça a été aussi une originalité de notre travail. L'outil judiciaire au service des autorités françaises pour réprimer les nationalistes au Cameroun. À partir du moment où la justice est contre les nationalistes, ça montre clairement que la France a échoué et qu'il faut monter dans la répression. Monter dans la répression en équipant notamment l'armée camerounaise. Alors, si on parle d'équipement de l'armée camerounaise, le rapport en parle à la page 660. Est-ce qu'on ne se retrouve pas en train de parler d'un double engagement de la France au Cameroun, mais peut-être aussi engagement du Cameroun dans la répression contre les mouvements indépendantistes? Alors, il faut savoir que à partir de 1957, le 16 avril 1957, un décret est signé qui crée l'État sous tutelle du Cameroun. Mais dans ce décret-là, la compétence de l'ordre public revient toujours au haut-commissaire. Et c'est par la force de ce décret, qui est l'un des résultats de la loi cadre de juin 1956, que André-Marie Mbida est devenu le Premier ministre, a été nommé Premier ministre de l'État sous tutelle du Cameroun. Mais en 1958, ces accords-là sont revus. Ce statut est révisé. Ce statut est révisé avec l'arrivée du général de Gaulle en 1958 et l'ordre public revient désormais au Premier ministre du Cameroun. Même si, dans un autre article, il est clairement prévu que le Premier ministre peut toujours demander aux autorités françaises de reprendre la gestion de l'ordre public. D'ailleurs, c'est ce que Ahidjo a fait, parce qu'il était conscient de ce que le Cameroun, en 1958, n'avait pas encore les moyens d'avoir une autonomie armée, une armée autonome. D'ailleurs, l'armée, elle est créée en fin 1959. Ça veut dire qu'entre 1957 et 1958,
début 59, tout 59, c'est les autorités françaises qui ont la force armée. Et après l'indépendance, et déjà avec les accords de coopération, le premier accord de 1958, c'est d'abord un accord de défense avec les différents accords 58, 59, 60 et celui du 13 janvier 1961. Il porte essentiellement, là pour 61, porte sur la défense dans ce qu'on appelait à l'époque la région Bamileke, pour montrer comment la puissance armée française qui stationnait toujours au Cameroun peut se déployer dans cette zone-là, parce que la France, à travers la zone de pacification, a d'abord réprimé dans la Sanaga maritime, la grande région de la Sanaga maritime, en créant donc cette ZOPAC-là, en créant des camps de regroupement, et en y appliquant la doctrine de la guerre révolutionnaire qui était chère à Lamberton, ramenée d'Indochine. Et donc ce qui se trouve, c'est qu'en 58, au moment où Lamberton part de la région de la Sanaga, il s'en va dans l'Ouest Cameroun où on crée également la ZIRFOC. Donc, au moment où le Cameroun est indépendant, logiquement, la France n'a plus le droit de rester au Cameroun, mais il se trouve qu'au nom de ces différents accords-là, et surtout des accords de défense, la France est restée jusqu'en 1964, au moment où le commandement militaire passe des mains des Français, des autorités françaises, aux mains des autorités camerounaises, notamment la personne de Pierre Semanga. Alors, si je vous dis texte sans contexte n'est que ruine du sens, est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle et je pense que c'est plutôt exactement ce qu'il faut. Alors, c'est la transition parfaite, mesdames et messieurs. Nous allons accueillir l'autre confrère de la rédaction de PRC-TV qui nous rejoindra depuis le studio 2 pour aborder avec notre invité des questions de contexte, le contexte de la publication de ce rapport. Ne bougez pas, on revient dans un instant. De retour sur le plateau de la grande interview sur PRC-TV. Mesdames et messieurs, je reçois mon invité du jour, le docteur Alvin Assembendi, qui est historienne et qui est membre de la commission mémoire. Madame docteur, nous allons introduire un membre de l'équipe de PRC-TV qui est Abdul Kadir Ngoura. Il va vous poser des questions sur le contexte, il va faire un plein feu sur la périphérique de la publication de ce discours. Et je pense que Abdul Kadir Ngoura nous écoute déjà. Abdul Kadir, bonjour. Merci, bonjour Alain Patrick Fouda, docteur Assembendi. Ravi d'être de vôtre pour cet exercice. Déjà, bonjour docteur. Bonjour monsieur Ngoura. D'entrée de jeu, docteur, permettez-moi de faire ce petit récapitulatif tiré de vos propos introductifs. Vous avez parlé de 100 cartons d'archives dépouillées, 2300 documents déclassifiés par mois, avec une centaine d'interviews réalisées. C'est du moins l'essentiel du volume du travail à retenir dans ce chef-d'œuvre-là. Docteur, avez-vous le sentiment que ce rapport a apporté toute la lumière sur le rôle joué par la France dans la lutte indépendantiste au Cameroun? Je pense déjà, nous avons consulté plus de 100 cartons d'archives déclassifiées, parce qu'il s'agit d'archives déclassifiées, les autres étant déjà communicables. Mais oui, nous pensons que l'histoire, elle est dynamique. C'est ce qu'il faut savoir. L'histoire, elle est dynamique dans ce sens que après ce rapport, il y aura d'autres sources qu'on pourra retrouver. Par exemple, au niveau du Cameroun, peut-être les chercheurs futurs auront accès aux archives du MINDEF, de la DGRE, du MINREX, et donc les choses pourront changer. On ne peut pas dire on a travaillé et le chapitre est désormais clos, c'est derrière nous. Non. C'est un rapport, c'est un document de travail. Il y a d'autres axes qui méritent d'être développés. Il y a la guerre menée, par exemple, dans le Babimbi, qui n'est pas assez documentée, ou alors les massacres de Sonsimut, où il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore totalement documentées, mais c'est des pistes de recherche qu'on peut faire. Maintenant,
Là, c'est un travail sur le rôle de la France. Il y a un gros travail qui reste à venir. C'est le rôle des autorités camerounaises pour comprendre de façon globale ce rapport. Et fort heureusement, il y a cette commission d'histoire générale du Cameroun qui a été créée depuis 2020 et dont je suis membre, qui va devoir également travailler sur cette marche, sur ces périodes étudiées. Alors, docteur, à ce stade, au regard de ce qui a été fait, on imagine bien aucune querelle sur des chiffres du moins ne devrait encore exister. Mais quand on vous écoute, on prend le cas de Max Bardet dont vous avez fait mention, qui parle de 300 000 à 400 000 Camerounais tués dans une partie du pays. On parle même de génocide. On prend également Libération, que vous avez d'ailleurs consulté, qui avance lui aussi ces chiffres, y compris l'UPC. À ce stade, on dirait que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Oui, et nous n'en sortirons jamais parce que ce soit les autorités françaises, encore moins les autorités camerounaises, personne ne tenait un registre des morts. Et maintenant, s'il faut documenter les victimes, lesquelles victimes? Les combattants UPCistes tombés ou alors les civils morts de faim ou les enfants morts de faim? Quels sont ceux-là qu'on va documenter? Les personnes qui ont été noyées dans la Sanaga ou jetées dans les chutes de la Méché? Il est très difficile parce qu'il y a des silences dans des archives. Et il est très difficile de quantifier ces morts simplement parce que, à notre niveau, en essayant de faire une comptabilité sur la base des rapports auxquels nous avons eu accès, nous arrivons pratiquement à 7500. Donc voilà le premier problème. Et puis vous parlez de Max Bardet. Oui, je vois un peu, je suis les réseaux sociaux, je vois les gens brandir OK Cargo. Je vous invite à le lire. Mais pour dire, Max Bardet n'a pas fait un travail d'histoire. Même s'il a été au Cameroun, le travail OK Cargo, c'est avant tout un roman. Il faut le lire en tant que tel. Il avance des chiffres pour nous qui sont fortement erronés parce que la région du Bamileke, parce que c'était la région, le Bamileke, à cette époque, a une population d'à peine 450 000 personnes. Donc, il est très difficile, mais ces personnes qui sont restées, si on en a tué 300 à 400 000, sont lesquelles? Ces personnes-là qui étaient également membres des groupes d'autodéfense des forces supplétives sont lesquelles? Et donc, je pense qu'il faut sortir du roman. Il faut sortir de la manipulation de l'histoire et des faits historiques. Il y a des chiffres qui sont avancés. Moi, je ne suis pas dans une construction d'un roman national. Je suis dans la construction du fait historique sur la base des sources que je croise. Mon travail, c'est de critiquer les sources. Et c'est pourquoi je critique la source de Max Bardet. Et nous ne sommes pas les seuls. Faustin Kene l'a déjà critiqué. Même les auteurs de Cameroun ont critiqué les chiffres avancés par Max Bardet pour dire c'est impossible. Et j'insiste que le travail de le roman de Max Bardet doit rester dans une dimension fictive. C'est avant tout de la fiction. Pour ce qui est c'est tiré d'une histoire vraie, mais ça reste de la fiction. Pour ce qui est du génocide, alors je vais dire également que le génocide avant tout a une définition. Le génocide part d'une intention et le génocide a une méthodologie pour être appliqué. Nous n'avons trouvé nulle part dans les archives que nous avons consultées un processus génocidaire. Et même s'il y a eu génocide, admettons qu'il y ait eu génocide, mais qui a tué? Quelle est la population qui a été tuée? Parce que avant, on parlait de... Certains auteurs ont avancé un génocide Bamileke. Après ce rapport, j'ai vu un génocide Mbo. J'ai également vu un génocide Mbo perpétré par des Bamileke, encore qu'il n'existe pas au Cameroun une communauté dite Bamileke. Il a existé une région Bamileke. Et dans les différents rapports que nous avons consultés, lorsque les forces françaises ou camerounaises se déployaient quelque part, ils disaient on a été à Fotoni, on a été à Baham, on a été à Tchan, on a été à Bayangam. Ils n'ont jamais l'effort, aucune archive ne parle de les populations, on a tué des Bamileke, non.
C'est ainsi que les faits sont présentés. Et les mots aujourd'hui estiment que c'est les populations, du fait qu'il y a toute une querelle foncière qui a une histoire assez douloureuse dans la région du Mungo. Les mots parlent de génocide, les mots parlent des Bamileke. Est-ce que, M. Ngoura, c'est les mêmes Bamileke qui ont été tués avant? Là, j'avoue que je suis un peu perdue. Alors, il faut faire attention avec l'usage de ces termes. Par ailleurs, nous avons documenté des massacres, des crimes de masse, ça c'était notre travail. Le travail de qualifié de génocide, ce n'est pas notre travail, ça c'est une affaire purement juridique, une affaire de justice. Et avec notre travail, ceux qui pensent qu'il y a eu un génocide peuvent saisir l'occasion pour aller vers les autorités compétentes. Mais il ne nous revenait pas à nous, historiens, de dire qu'il y a eu un génocide parce que nous n'avons pas déjà cette compétence et qu'il est très difficile de le documenter. Alors, docteur, évoluons, vous avez aussi souligné que la commission s'est déployée sur 2 ans, si mes notes sont bonnes, en faisant une comparaison également avec la commission franco-algérienne qui n'a pas encore livré, mieux rendu sa copie. Est-ce que docteur Assembendi pense que 2 ans, cela était suffisamment, ou mieux vraiment suffisant, pour déclassifier ces archives? Vous avez évoqué justement ces tours effectués, que ce soit dans la région de l'Ouest Cameroun ou encore du côté de l'extrême nord. Est-ce que 2 ans, c'est suffisant pour déclassifier ces archives? Monsieur Ngoura, même 100 ans ne suffirait pas pour rédiger cette histoire. Mais 2 ans, c'est trop pour déclassifier les archives parce qu'il suffit juste d'un décret d'un président de la République et puis il ordonne la déclassification des archives. Les exploiter, c'est encore une autre chose. Mais comprenez, il ne sert à rien d'étendre dans la durée un travail qui peut être fait en un temps. Nous nous sommes définis un calendrier. Nous n'avons pas... Ma profession, c'est pour le moment enseignant d'université. Mon pays, le gouvernement camerounais m'a mise en stage pour une période déterminée. Et donc, j'aspire à rentrer dans les amphithéâtres et pour poursuivre mon travail. Je n'allais pas faire ma carrière comme chercheur à la commission mixte, etc. Non. Lorsqu'on commence un projet, il y a quand même une durée du projet. Nous avons pensé qu'en 18 mois, on pouvait faire notre travail. La preuve, il a été rendu. Oui, nous pensons que c'est possible. Et après, nous avons tenu compte de plusieurs considérations politiques et économiques dans nos différents pays. Monsieur Ngoura, si ce travail se poursuivait en pleine année électorale au Cameroun, il aurait été très difficile pour nous de continuer à le faire. Pareil pour la France, dont nous avons écarté cela, nous avons pensé qu'il était raisonnable, nous avons pensé que nous pouvons, encore qu'il était prêt ce travail depuis novembre. Nous avons travaillé, nous avons été sous pression et c'est pourquoi nos gouvernements respectifs nous ont mis en stage pour être consacrés uniquement à cette recherche des données. Nous avons fait... Ce travail ouvre des pistes, à creuser qui sont intéressantes et c'est ça la recherche. D'autres personnes prendront la suite, le relais. Mais au-delà du narratif des faits, vous avez évoqué la diplomatie de la répression. On ne vous a pas suffisamment entendu sur ce sujet-là. Vous, en tant que docteur et acteur dans ce travail, que retenez-vous concrètement de la méthode utilisée par l'administration dans sa répression? Alors, ce que je retiens de la répression des autorités administratives, c'est que les autorités administratives ont réprimé politiquement en interdisant des manifestations publiques, en interdisant l'UPC et ses organes annexes. Les autorités ont réprimé à travers l'usage de l'arme judiciaire avec des procès en envoyant les militants en prison. Les autorités ont réprimé avec la puissance armée, parce que ça, c'est ce qui est connu. Les autorités ont réprimé à travers le volet diplomatique. Les autorités ont réprimé même à travers le contrôle des ports. J'ai suivi l'autre jour tout un débat sur le laissez-passer.
Bien que le laissez-passer, l'usage du laissez-passer soit introduit pendant la période de mandat, mais pendant cette période de guerre, on a ramené l'usage du laissez-passer pour contrôler les personnes. Et ça rentre dans les techniques de la biopolitique dans les colonies. Donc il y a ce contrôle des corps. Ça, c'est une méthode de répression. Même le contrôle de la postale. Les autorités contrôlaient, épiaient, violaient le secret postal. Donc il y a la répression, elle a été systémique. Elle a été systémique et c'est ça que notre travail documente. Et enfin, au-delà de la puissance armée, les attentats ciblés. Ceux-là qui font partir les UPCistes du British Southern Cameroun en 1957. Ce n'est pas forcément les Britanniques parce qu'ils en ont marre des nationalistes, non. Mais c'est la France qui met la pression et c'est ça qu'on appelle la diplomatie de la pression. C'est la France qui met la pression. C'est Maurice Delaunay, le chef de la région du Bamileke, qui part de Tchang pour aller brûler le siège de l'UPC à Bamenda, violant les territoires, entrer dans le British Southern Cameroun pour aller brûler le siège de l'UPC. C'est ça la diplomatie de la répression. Elle n'est pas visible, mais elle est active. Et Delaunay le dit. Il est fier d'ailleurs dans ses mémoires de le dire. Donc il y a ça et il faut voir que dans cette répression qui est systémique, les UPCistes n'ont pas baissé les bras. Les UPCistes ont aussi de leur côté construit leur système de résistance en créant le Comité national d'organisation à partir de 1956, en créant l'Armée de libération nationale du Cameroun et plus tard le sinistre de la défense nationale du Cameroun, mais surtout un réseau diplomatique qui leur a permis de rester actifs à l'international et également de revenir au Cameroun pour faire la guerre. Quand Wandje revient en 61, ou alors l'épopée de Wungli Masaga, qui hisse le drapeau de l'UPC à Djoum en 57 et qui est expulsé justement du Cameroun, là plus sous la pression des autorités françaises, mais sous la pression des autorités camerounaises. Et c'est toujours un élément de la diplomatie de la répression, mais avec en arrière-fond, en arrière-toile, la France qui, pour riposter contre l'attaque menée par le deuxième front de l'ALNK dirigé par Wungli Masaga, fait appel à l'armement de la France. Alors, en guise de conclusion, docteur, est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train de dire que cette histoire-là, c'est le regard de la France sur l'histoire du Cameroun finalement? Non, ça ne saurait être le regard de la France sur l'histoire du Cameroun. Je me sens insultée parce que je ne travaille pas pour le Cameroun, je travaille d'abord pour l'histoire universelle. Parce qu'aucun sujet n'appartient à un pays. J'ai entendu ça et là, les Camerounais vont écrire leur propre histoire. Mais j'ai envie de dire, le premier à écrire sur l'historiographie de l'UPC s'appelle Richard Joseph, qui est américain. Meredith Tereta, elle est canadienne. Donc, il faut sortir de ce patriotisme villageois et grégaire qui pense que l'histoire de l'UPC ou du Cameroun n'appartient qu'aux Camerounais. Aucun objet scientifique. Pourquoi est-ce qu'on a des spécialistes de l'histoire de la Chine au Cameroun et il n'y en aurait pas ailleurs? Nous avons posé un problème dans un contexte précis, celui d'un sentiment répulsif vis-à-vis de la France. Il y a un contentieux mémoriel qui est posé. Et ce contentieux, la période de la guerre menée par la France au Cameroun n'est qu'une partie parce que ce contentieux remonte à 1914 à partir du moment où la France nous a dépossédés de toute la partie du nord du Cameroun. Aujourd'hui, on se retrouve à 475 000 km² de superficie alors qu'avec le nord du Cameroun, on était à 715 000 km². Et la France, en venant faire, c'est la France qui est venue faire la guerre au Cameroun, violant la neutralité du bassin du Congo. Et ça, c'est un autre contentieux mémoriel que la France devra bien résoudre et nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle nous a amputés. Elle nous a amputés de nos frères et de nos territoires. Et c'est pourquoi vous verrez que dans le Cameroun, les UPCistes parlaient du Cameroun avec K, en faisant appel
au Cameroun de la période allemande qui justement était compris dans cette superficie de 711 000 km². Et les autres, nos frères d'Outre-Mungo également, leur premier parti politique portait ce cas. Donc ce sentiment de se retrouver était important et c'est pourquoi pour l'UPC c'était réunification et plus tard indépendance. Donc ce n'est pas un travail pour la France, pour la gloire de la France. C'est un document qui servira à tout le monde, à l'historiographie mondiale, parce que désormais, vous verrez dans certaines analyses de notre travail, on ne peut pas se saisir de la décolonisation du Cameroun de façon isolée, parce que c'était, vous voyez comment est-ce que la guerre révolutionnaire part du Cambodge, de l'Indochine, de l'Algérie pour se retrouver au Cameroun. On ne peut pas comprendre les camps de regroupement si on ne se balade pas d'ailleurs partout où la France a expérimenté ça. Donc je pense qu'il faut sortir de ces réflexions-là. Un document est posé, il doit être exploité et c'est ça qui est important et surtout, la guerre du Cameroun doit désormais être enseignée dans nos différents programmes scolaires parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et ça, ce serait un pas. Pareil pour la France. Il faut parler de cette guerre. Les victimes, celles qui sont encore vivantes, n'attendent que ça, qu'on reconnaisse qu'il y a eu une guerre et qu'ils ont mené un combat juste pour leur pays. Docteur Assembe Ndi, Alain Patrick Fouda, il ne me reste qu'à vous souhaiter depuis le studio 2 de PRC TV une excellente suite d'émissions. Merci bien. Merci Abdul Kadir Ngoura, j'y arrive. Rappelons à nos téléspectateurs la loi du 16 décembre 1991 portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun. Il s'agit de messieurs Amadou Ahidjo, Ruben Oumniobe, Moumié Félix et Ernest Ouandié. Alors, docteur Assembe Ndi, vous avez dû faire un post sur les réseaux sociaux pour expliquer, pour répondre à certains qui disent que Ernest Ouandié est un bandit. Alors, est-ce que Ernest Ouandié était un bandit? Et puis, qu'est-ce qui peut expliquer ce décalage entre les archives, les ouvrages scientifiques et la rue? Pour commencer, M. Fouda, je ne peux que regretter l'instrumentalisation de mon poste qui est juste un extrait d'une longue discussion et je ne sais pas à quelle fin. Certains le brandissent maintenant comme étant toute une construction scientifique. J'ai donné un avis à une question qui m'a été posée, ça c'est regrettable par cette instrumentalisation. Mais non, Ernest Ouandié, un bandit, moi je préfère voir en Ernest Ouandié un patriote, un nationaliste. D'ailleurs, la loi de 91 que vous évoquez reconnaît. Il y a que ce n'était pas lorsqu'on fait une guerre. On ne fait pas une guerre avec des mains propres. Toutes les guerres sont sales. Lorsque Ernest Ouandié décide de revenir au Cameroun en août 61, il sait qu'il trouve une UPC exsangue parce qu'il y a des divisions entre Singap et Momo dans le Bamileke et il faut mettre de l'ordre. Et s'il faut mettre de l'ordre, il faut le faire réellement. Et il se trouve que certains ont pris pour prétexte l'UPC pour commettre des exactions. Et dans sa gouvernance rebelle, Ernest Ouandié a institué, comme il a institué des écoles, des prises en charge des pharmacies, des centres de santé, il a institué un tribunal. Et dans ce tribunal-là, il jugeait ceux qui étaient reconnus comme étant des auteurs des exactions. Et c'est pourquoi, là, je pense que il y a eu un problème, effectivement. Il y a eu beaucoup de crimes perpétrés, des exactions perpétrées par ceux-là qui se revendiquaient comme étant des nationalistes, des UPCistes dans la région du Mungo. Et c'est pourquoi certains estiment que si l'UPC avait pour patron Ernest Ouandié, l'UPC et donc Ouandié serait responsable. Mais moi, la question que je pose, je vois beaucoup plus, on parle de Ouandié, on ne parle pas de l'UPC. L'UPC reste nationaliste. Mais Ouandié, lui, devient bandit. Pourtant, Ouandié était le patron de l'UPC. Alors, soit l'UPC elle-même, elle est bandite, soit Ouandié ne l'est pas. Donc, il faut aller sur ce préalable. Je pense que
il est important, il y a eu des exactions et moi je prépare d'ailleurs une réflexion sur le revers de cette médaille. Hein. Quand on voit, on a été sur le terrain dans les Bamboutos, dans le Ngam, dans la Sanaga maritime, parce que c'est dans ces zones-là que dans le Bamboutos, le dernier, on va dire, si vous voulez, combattant Ngwanya, il meurt en 63, tout comme Yetna Leba qui meurt dans la Sana, dans le Babimbi en juillet 73. En 73, Ngwanya et Yetna également en 73. Mais il faut voir que ces personnes, même sur le terrain, les gens disent Ngwanya, Yetna Leba faisaient tout, sauf l'UPC. Alors il est très difficile de leur imputer, d'imputer à l'UPC de pareils actes pour dire après que l'UPC était bandite, parce qu'en fait, c'est des gens qui roulaient pour leur propre compte. À un moment, ils ont pris le manteau de l'UPC, mais après, ils ne servaient que leur compte. Donc, je pense que lorsqu'on est dans une sorte de catharsis, il est bon que les esprits se libèrent, mais il faudrait que les historiens, il nous revient à nous, historiens, de rétablir les faits. Les rêves, les généralisations ne peuvent pas devenir des faits historiques. Et même, j'ai envie de dire, même s'il les avait commis ces exactions, la loi de 91 fait de lui une grande figure historique de notre pays et à ce titre, il mérite d'être respecté comme les autres. Voilà qui est dit. Alors, docteur, dites-nous, est-ce que vous assumez pleinement votre contribution à ce rapport? Oui, j'assume pleinement ma contribution à ce rapport, comme j'assumerai également ma contribution au projet Histoire générale du Cameroun. Maintenant que le rapport est là, quelles sont vos attentes? Alors, mes attentes, les premières, c'est que les gouvernements français et camerounais qui doivent être encore en train de prendre connaissance de ce rapport puissent agir. On a proposé des recommandations, on a formulé des recommandations et on espère bien que les gouvernements vont nous dire quelque chose à propos de ces recommandations, reconnaître la guerre, intégrer cette guerre-là dans le rôle, dans les circuits scolaires, académiques au Cameroun, créer des lieux de mémoire, reconnaître les massacres qui ont été faits. Et ma principale attente aussi, c'est qu'on travaille de façon globale sur cette guerre. Nous allons sortir de cet échange avec vous, madame. Le président Biya est à l'actif de la loi que j'ai évoquée tout à l'heure, la loi du 16 décembre 1991 qui porte des réhabilitations de certaines figures de l'histoire du Cameroun, parmi lesquelles Ernest Wandier, Ruben Oumniobé, Félix Roland Moumié et Amadou Ahidjo. Beaucoup parlent très peu de cette loi parce qu'en réalité, ils ne sont même pas au courant de cette loi. J'ai vu ceux qui parlent de cette loi parler plutôt des héros. Donc, il nous manque beaucoup d'éducation politique et certaines ne suivent pas forcément l'actualité ou alors le travail dans le Parlement. Peut-être ce serait une occasion d'implémenter cette loi à travers des gestes mémoriels, en érigeant des stèles ou des rues au nom de ces grandes figures-là, parce qu'il ne suffit pas de parler de grandes figures et que ça reste dans les lois. On peut dire que la remise, la réception, l'accueil par le président de la République, Paul Biya, de ce rapport est un geste mémoriel fort. Oui, c'est un geste fort, mais nous attendons d'autres gestes et nous sommes convaincus de ce que les gouvernements camerounais et français feront plus que ce rapport. Merci, docteur Assembe Ndi Alvin, d'avoir répondu aux questions de PRC-TV. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé la grande interview sur PRC-TV. Restez scotchés sur nos programmes et à très vite pour une autre édition de la grande interview sur PRC-TV. À bientôt.